Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous pour ce mardi des Bernardins. Chaque année en France, près de 85 000 personnes sortent de prison. Le retour à la vie libre, lorsqu'il est bien préparé, peut être vécu comme une deuxième chance, une sorte de renaissance à la vie sociale. Mais pour trop de personnes encore, la sortie de prison reste synonyme de deuxième peine. Un simple exemple témoigne de cette difficulté à se réinsérer. Un tiers des personnes accueillies en centre d'hébergement sont passés par la prison. Nous le verrons au cours de ces 52 minutes. Le regard de la société sur un sortant de prison peut bien sûr relever, mais d'autres regards peuvent aussi exclure. Alors pourquoi les anciens détenus se retrouvent-ils si souvent devant un immense vide dès leur sortie de prison et quelles pistes sont possibles qui leur permettraient d'atténuer évidemment ce dangereux vertige. Nous mènerons ce soir la réflexion avec trois invités. Claude Grandjean, bonsoir. Vous avez été membre du Conseil d'État du canton de Fribourg, en Suisse, durant 10 ans. Vous avez été directeur également du département sécurité et justice. Et vous nous ferez partager vos multiples expériences, puisque vous avez notamment réalisé le projet de construction d'un nouvel établissement pénitentiaire. Vous avez aussi créé un office de médiation en parallèle au tribunal des mineurs et un conseil de la magistrature. À vos côtés, Alain Cugnot, bonsoir. Vous êtes philosophe et aussi vice-président de la FARAPEJ, la Fédération des associations Réflexion, Action, Prison et Justice. Vous êtes membre de la commission chargée de la diffusion et du suivi des règles pénitentiaires européennes et rédacteur en chef de la revue Prison Justice. Enfin, Guy Orange, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été avocat pénaliste pendant 40 ans et depuis janvier 2009, vous êtes président du CCFD Terre Solidaire, le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Vous êtes entre autres spécialiste des droits de l'homme. Vous avez été président de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et puis, pour terminer cette présentation, je précise que ce débat est organisé à l'initiative de l'ILO, qui est une association pour l'accueil et la réinsertion des personnes sortant de prison, et la FARAPEJ, dont nous venons de parler avec Monsieur Cugnot, réflexion, donc action, prison et justice. Alors, je crois qu'il faut d'abord faire un certain nombre de constats dans cette première partie et d'abord dire qu'il y a en gros deux types de sortants de prison en France, ceux qui bénéficient d'un encadrement et ceux qui expérimentent des sorties dites sèches. Alors, est-ce que l'avocat présent ici peut nous expliquer finalement qu'il y a deux types de sorties de prison ? Est-ce que je peux, c'est pas correct de la part de l'avocat, mais en commençant cette rencontre, il me vient quelque chose qui n'a rien à voir avec l'avocat ni avec les sorties de prison. Mais je trouve que nous allons beaucoup placer nos échanges sous, je dirais, la dynamique du regard. Mon regard sur la personne sortant de prison, notre regard commun. Et je voulais simplement raconter une toute petite anecdote dont je souhaite qu'elle ne soit pas prise pour de la sensiblerie. Il se trouve que je suis grand-père, 4 petites filles. Il y a 3-4 ans, la petite fille qui, à l'époque, notre aînée, devait avoir 4-5 ans, je la gronde, sans doute. Je ne sais plus très bien pourquoi. Et puis, elle me regarde avec... Elle a des yeux noirs à vous fendre le cœur. Et elle me dit « T'es pas sympa ». Bon, ça, je m'attendais à pire. Mais elle ajoute cette phrase qui, je crois, a quelque chose à nous dire ce soir. Elle me dit « Tu me regardes avec ta tête ». Et je pense que ce que je souhaiterais, vous voyez, comme avocat, parce que l'avocat, je dirais, qu'est-ce qu'il vient faire aux côtés de la personne sortant de prison? L'avocat, il est fait pour que les personnes n'y rentrent pas, si possible. Et puis, généralement, une fois que la décision est prise, bien qu'il y ait de plus en plus de lieux d'intervention maintenant dans le post-temps de prison, mais je souhaiterais que chacune de nous, quelle que soit notre situation, nos difficultés, la méfiance qu'on a par rapport, je dirais, au sujet aussi bien du thème que le sujet, c'est-à-dire les sujets qu'on rencontre, les hommes et les femmes, que nous essayons de ne pas regarder ces hommes, ces femmes exclusivement avec notre tête, avec la tête du juge qui à un moment a décidé, avec la tête du directeur du prison qui à un certain moment a fait des choses, mais que nous puissions dans ce temps particulier qui est celui de la sortie de prison, la personne qui est la sortant de prison, que nous puissions la regarder
comme le demandait ma petite fille, un peu avec notre cœur. Et le cœur, pour moi, c'est pas la sensiblerie. Le cœur, c'est l'intelligence qui n'oublie pas qu'on est face à une personne humaine. Voilà ce que. Mais je suis un peu désolé de faire ce petit préambule, mais pour moi, c'était important parce qu'il y a des enjeux. On va pas traiter un problème, on va pas traiter un thème quelconque. On va essayer de rencontrer des personnes et des hommes et des femmes. Alors, effectivement, parmi les, je dirais, les catégories de personnes sortant de prison. Il faut quand même reconnaître que la très grosse majorité, ce sont des personnes qui n'ont bénéficié d'aucune. Alors, est-ce que le mot préparation, est-ce que accompagnement, projet de sortie. Et ça, c'est le très gros de cela. Et en particulier, on y reviendra tout à l'heure, pour des hommes et des femmes qui ont subi des courtes peines, ce qu'on appelle des courtes peines, de l'ordre de 7-8 mois. En moyenne, en France, c'est une grosse majorité. Alors, il n'y a aucun accompagnement, il n'y a aucune préparation. Souvent, comme avocat, je me disais que est-ce que le juge, quand il condamne, ne pourrait pas, dès le moment de la condamnation, qui va ensuite être suivi d'une période d'incarcération, évoquer ce temps de l'après. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important, parce que l'immense majorité n'a bénéficié d'aucun accompagnement, d'aucun suivi, d'aucune préparation. Ce terme que vous avez utilisé, qui est vrai, qui est la sortie sèche, est-ce que c'est que quand c'est sec, quand le cœur est sec, quand la vie est sèche parce qu'on n'a pas de logement, parce que c'est... Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. Eh l'immense majorité des personnes que nous allons rencontrer ce soir, elles sont comme ça, sèchement remises ou prétendument remises dans le circuit de la société. Et dans le cas d'un aménagement de peine, il peut tout de même y avoir accompagnement avec le fameux SPIP, le service de probation. Ouais. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'en amont, avant de sortir, on peut tout de même rencontrer des gens qui nous aident à envisager la sortie? Oui. D'abord parce que, je dirais sur le plan réglementaire ou légal, pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ces mesures, il faut avoir préparé un tout petit peu les choses. Et je dirais simplement, souvent, la plupart du temps, on va préparer les choses, on va éviter la sortie sèche. Pourquoi ? Pour pouvoir rentrer dans les cases, c'est-à-dire être celui ou celle qui va pouvoir bénéficier de ce type d'aménagement. Alors qu'il faudrait mettre ses recherches, logement, accompagnement, reprise de contact avec la famille, il faudrait les remettre dans un projet. Oui, il y a aujourd'hui, et je pense que c'est le désir d'une partie de la société, qu'il y ait, je dirais, au maximum des rencontres avec ces hommes et avec ces femmes. L'administration, il y a des hommes et des femmes extrêmement, je dirais, dévoués, courageux dans ce type de service. Il y a des possibilités. Ça commence déjà pendant la période pénitentiaire et ça va se poursuivre. Donc, je suis peut-être trop général en disant il n'y a pas ce type d'accompagnement. Ça existe. Le gros problème, et ça j'imagine, il ne faudrait pas constamment toute la soirée là-dessus, c'est que la plupart du temps, les moyens ne sont pas suffisants pour que, en termes de personnel, en termes de disponibilité, parce qu'on demande à quelqu'un d'accompagner, mais je ne sais pas si nous avons fait l'expérience d'un accompagnement. C'est beaucoup de disponibilité d'esprit, c'est beaucoup de disponibilité de temps, c'est des capacités de se libérer. Bien, aussi bien les personnes qui sont dans l'administration que, je dirais, l'accompagnement bénévole, ne disposent pas des moyens suffisants pour être à la hauteur de cette tâche d'accompagnement. Oui, alors, Alain Cugnot, on disait en préparant cette émission que, paradoxalement, sortir de prison pouvait provoquer une angoisse terrible chez ceux qui sortent. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas très connu, mais le choc carcéral se produit 2 fois. Une fois à l'arrivée, où c'est terrifiant, et une fois également à la sortie. Parce que pendant toute l'incarcération, vous avez vécu dans un monde, dans un univers qui avait finalement très peu de paramètres. Et non seulement ces paramètres sont peu nombreux, mais en plus ils sont très ritualisés. Donc s'y repérer en prison, c'est dur, mais ça se fait automatiquement. Et quand vous vous retrouvez dehors, eh bien, vous affrontez un monde aux paramètres multiples, extrêmement complexes, dissimulé, masqué avec des codes que vous avez perdus de vue. Le monde a changé. Si vous êtes resté 10 ou 20 ans en prison, vous n'avez plus affaire au même monde. Et ça, c'est terriblement angoissant et terriblement inquiétant. Le prisonnier, lorsqu'il sort de prison, il a appris des choses. Il les a appris en payant un prix extrêmement cher. Il a un triple savoir, il a fait une triple expérience qu'aucun d'entre nous n'a pu faire. L'expérience d'abord de sa délinquance ou de son crime,
l'expérience du procès, où il a vu sa vie disséquée, présentée d'une manière pour lui incompréhensible, et ensuite il a fait l'expérience de l'incarcération. Eh bien, ce savoir, il le porte en lui, il franchit la porte, et un ancien détenu me disait, dès les premiers pas dehors, j'ai commencé à perdre ce savoir. Je pouvais encore témoigner d'un grand nombre de choses, mais ce qu'il appelait ma dimension détenue, je commençais à la perdre, dit-il. Et il y a un autre aspect sur lequel je crois il est nécessaire d'insister, c'est que lorsque nous vivons des situations extrêmes, quelles qu'elles soient, nous les vivons accompagnés par le discours que nous pensons tenir, quand nous en serons sortis, auprès de nos proches. Et quand vous arrivez effectivement devant vos proches, à une question étourdie, à un air agacé, vous comprenez qu'ils n'ont pas du tout ce savoir que vous avez, qu'ils ne comprendront rien à ce que vous allez essayer de leur dire. C'est générateur d'une distance. C'est générateur non pas seulement d'une distance, mais d'une extrême souffrance que, par exemple, les prisonniers des camps ont connue en revenant à la liberté, mais qu'un détenu, même un criminel, connaît tout aussi bien. Et ça, c'est un choc et un poids formidable. Et je pense que tout l'avenir de ce que le détenu libéré connaîtra dépend de ce que deviendra ce savoir. Est-ce qu'il rencontrera des gens qui seront capables de lui permettre de le transformer par des mots, par des compréhensions, ou est-ce qu'il sera obligé de garder cela en lui et de le porter comme quelque chose qui le détruit? Claude Grandjean, l'accompagnement, c'est une démarche qui est pratiquée à l'égard des détenus en Suisse et qui conditionne également la sortie. De quelle manière sont-ils accompagnés, les détenus, vers cette sortie? Alors nous avons en Suisse, je prendrai bien entendu essentiellement l'exemple de mon canton, le canton de Fribourg, nous avons une institution qui s'appelle la probation également, et cette institution s'occupe dès le départ, c'est-à-dire même pendant la période préventive, lorsque le prévenu n'a pas été condamné, une personne est chargée du suivi de chaque personne qui va passer par le tribunal jusqu'à sa sortie et après sa sortie. En principe, pendant 5 ans, à partir du moment où la personne sort de prison, l'agent de probation va suivre le détenu. Et ça n'est pas un simple suivi, il y a une programmation de la façon dont il va passer son temps en prison. On va lui montrer les possibilités qu'il a de se former. C'est le cas pour beaucoup parce qu'on parle souvent de réinsertion. Très souvent, il faut insérer les gens parce qu'ils n'ont jamais eu cette possibilité. Donc, il y a toutes les possibilités de formation qui sont importantes. Et puis, l'occupation en prison. Je fais une petite parenthèse. Lorsque j'ai reçu cette invitation à participer à ce débat, je me suis dit, mais je ne peux pas venir parler d'un sujet, finalement, le regard que l'on porte sur les anciens détenus, sans avoir leur regard à eux. Alors ces derniers jours, ces 3 dernières semaines, j'ai rencontré 6 anciens détenus. Certains sont d'ailleurs encore en conditionnel, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté, mais sous condition. Et ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'ils ressentaient du regard des autres, parce que moi, mon regard sur le détenu, très franchement, c'est comme si j'allais poser la question dans la rue aux gens, quel est le regard posez-vous sur le détenu, portez-vous sur le détenu? Je n'aurais pas beaucoup de réponses, parce qu'on nous dit, ouais, mais pour nous, c'est pas un problème. Hein. Ma foi, le détenu, il a commis une bêtise, il paye, et puis après, on ne s'en occupe pas. Et c'est précisément là notre sujet, c'est qu'on ne s'en occupe pas. On a tendance à ne pas s'en occuper. Alors, chez nous, nous avons institutionnalisé l'accompagnement par l'office de probation, mais il est évident qu'il y a toutes les associations comme l'ILO. L'ILO, ça me paraît être quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a un travail énorme qui est fait. Chez nous, ces associations existent. On a Carrefour Prison, qui est connu à Genève en particulier, qui donne des conseils, qui essaye de mettre en relation les entreprises surtout pour
engager les gens qui sortent de prison. Mais tout ceci, chez nous, se fait alors déjà pendant la détention. On prend des contacts avec un réseau d'entreprises que l'on connaît. Tout est plus petit en Suisse. J'ai envie de dire que c'est plus facile, parce que nous avons énormément d'institutions fermées, mais dans toutes les régions. Si bien que les gens qui s'occupent des détenus ils connaissent le paysage économique. Et en tout cas, chez moi, à Fribourg, eh bien, on sait que l'on peut frapper à telle ou telle porte, parce qu'on a des relations avec les entreprises. Donc, la grande majorité des gens qui sortent de prison ont un contrat, savent qu'on les attend dans telle ou telle entreprise. Même si certaines personnes se disent « mon souci pour sortir, un des premiers soucis, c'est le logis. Il faut que je trouve quelque chose. » Mais pour ce qui est du travail, on va les aider. Et il y a une période pendant laquelle, s'ils n'ont rien trouvé véritablement, eh bien ils seront aidés. Il y aura un financement, mais surtout, les agents de probation sont chargés précisément de les amener à être insérés ou réinsérés véritablement socialement. Donc de ce côté-là, les choses sont relativement bien organisées. Reste, alors ça c'est le cas qui me fait le plus souci, que nous avons une proportion très grande d'étrangers dans nos prisons. Et il y a la possibilité de les renvoyer lorsqu'ils ont purgé 2 ans et plus de prison. Et c'est le cas pour un bon nombre d'ailleurs. Et ces gens-là, j'ai eu cette discussion avec ces 6 personnes que j'ai rencontrées, trouvent ça absolument injuste, moi aussi d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elles ont payé comme un Suisse, comme un Fribourgeois, puisque je me replace chez moi. Hein. Le Suisse qui a fait une bêtise, il va payer, ça va être 6 mois, ça peut être 6 ans, 12 ans de prison, mais quand ils sortent, ils sont chez eux. Bien sûr que ce ne sera pas facile, il y a ce regard, il existe, on en reparlera, mais on ne peut pas les exclure une deuxième fois par le renvoi dans leur pays. Or, chez nous, et c'est ce qui m'inquiète encore une fois, on va, et l'on est en train de durcir ce regard sur l'étranger qui est parfaitement intégré. Il a commis une bêtise, certes, mais il est intégré, il a sa famille, il a ses enfants. Et là, j'ai discuté, je donne cet exemple encore, avec un Algérien qui est là depuis de très très nombreuses années. Il connaît les gens comme les Suisses qu'il côtoie, il n'y a aucun problème, il connaît toute la façon dont est administrée sa commune. Je l'ai rencontré au milieu de ses enfants. Il y avait son épouse qui nous a rejoints à un certain moment. Il a 3 enfants qui n'ont connu que l'école en Suisse, qui sont donc parfaitement intégrés. Son épouse, de plus, est suissesse. Et il me dit, c'est le mot qu'il m'a dit quand je lui ai demandé à la fin de notre discussion, on a discuté pendant plus d'1 heure et demie, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à notre conversation ? Et il me dit, écoutez, tout se passe pas trop mal, bien sûr qu'il y a certains regards, mais ça, je travaille, j'ai un job, aucun problème. Mais au mois de juillet 2010, je dois retourner en Algérie. Et il me dit, mais essayez de comprendre en Algérie. Bien sûr que c'est mon pays d'origine, mais mes enfants ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Est-ce qu'ils auront les mêmes possibilités d'éducation qu'ils ont ici ? Et mon épouse n'est pas du tout de ce pays. Et mon travail, ici, et ça aussi, il faut que je le dise pour montrer qu'on a des possibilités extraordinaires quand il est à volonté, bien entendu, du condamné. Il avait un métier. Il avait le métier de mécanicien. Et il m'a dit, mais c'est mon père qui me l'avait vraiment imposé, ça ne m'intéressait pas. Et pendant son temps de prison, il a demandé à faire un apprentissage et il a sorti un CFC d'électricien. Donc, il travaille dans une entreprise d'électricité et ça fonctionne, ça marche. Donc, il a au moins ce bagage-là, mais il doit partir. Et c'est une deuxième condamnation et ça, c'est effectivement quelque chose qui est inacceptable, du moins point de vue, en tout cas, et bien sûr, du point de vue de ces étrangers qui ont payé et qui vont devoir payer une deuxième fois. C'est vrai, ces expulsions sont des formes d'exclusion. Oui. Hein, mais quelles sont les formes d'exclusion, justement, rencontrées à la sortie par ces sortants? Alors, on ne rencontre pas les mêmes formes en fonction de la personne que l'on est, mais il y a quand même des constantes
Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite intervenir. Non, un tout petit mot, mais vous avez plus d'expérience, M. Cugnot, mais je dirais ce qui est un des regards d'exclusion d'abord, c'est ce qualificatif, je dirais, de sang, S-A-N-S. Il lui manque toujours quelque chose à l'ancien prisonnier. Alors, il va lui manquer, je dirais, le capital confiance qu'on accorderait à n'importe qui, mais qui n'est pas passé par la condamnation et par la prison. Il va lui manquer, bien évidemment, parfois, en tout cas, là, je suis moins optimiste que notre ami suisse, ce temps de remise au travail, ce temps de formation qui est, hélas, insuffisamment développé, en tout cas, dans nos lieux français. Donc, il va lui manquer cela. Ce qui veut dire que si je veux rétablir un contact avec lui, il faut que je prenne les moyens pour que cette formation soit possible. Donc, ce qui me semble le plus exclusif, c'est qu'on va regarder dans la personne qui sort de prison que ce qui lui manque. Je répète, cette moralité, et pour moi, Français, je crois qu'une des grandes difficultés, en particulier dans le climat d'aujourd'hui pour les personnes sortant de prison, c'est cette idée même de la deuxième chance. Est-ce que la société française, est-ce que moi, je prends au sérieux, dans la vie d'un homme et d'une femme, je ne parle pas spécialement là des anciens prisonniers ou condamnés, mais d'une manière générale, de donner une nouvelle chance? Eh bien, je trouve que de plus en plus, nos sociétés ont du mal à donner une nouvelle chance, c'est-à-dire à faire un minimum de confiance. Alors, je dis nos sociétés, je me mets dans le premier, bien évidemment. Et je crois que c'est ça qui est le facteur d'exclusion le plus grand. Alors, il va lui manquer aussi, et je m'arrête là, je dirais parfois ce que M. Cugnot disait, même pour des personnes qui ont séjourné d'une manière relativement courte, un minimum de lien avec la société nouvelle dans laquelle il se trouve. Alors évidemment, assez souvent, il va mettre les pieds dans le plat. Assez souvent, il ne va pas avoir la bonne réaction par rapport au chef d'entreprise qui, à la limite, a peut-être ouvert sa porte, mais il ne va pas forcément avoir le discours adéquat. Donc, je pense qu'il y a tous ces phénomènes. On regarde cette personne à travers ce qui lui manque. Et donc, ça, c'est très important pour la sortie de prison. Il ne suffit pas de dire « soyons gentils ». Il faut donner des occasions, et pour cela, c'est des mécanismes aussi bien personnels qu'institutionnels, des occasions, je dirais, de remise à flot par rapport à tout ce qui lui manquait, justement. Remise à flot, pourquoi je ne peux pas lui redonner un capital confiance ? Pourquoi je ne peux pas lui redonner, et là, ça sera de la formation, un capital professionnel? Pourquoi je ne peux pas lui... Oui, je crois qu'il y a là quelque chose qui exige pas simplement de l'ordre de la gentillesse. Inutile de dire que je n'ai rien contre la gentillesse et contre une attitude humaine, mais une réaction institutionnelle de société qui constate qu'il y a là des décalages, que nous qualifions, voilà ce qui manque à cette personne, et donc il y en a tellement d'autres à servir avant elle, etc. Il faut que nous prenions des initiatives qui permettent à cette personne de ne plus se trouver dans cette situation de ce qui lui manque, et qu'on ne la redécouvre qu'à travers ce qui lui manque. Il lui manque des choses, mais des choses lui sont également interdites. Alors ça, la loi là-dessus, alors il y a la loi. On en parlait tout à l'heure, comme avocat. Alors vous allez me dire, justifier, pas justifier, une personne qui a purgé une peine de prison d'une certaine gravité, il est même hors de question qu'elle se présente dans la grande famille pour postuler dans la grande famille des avocats. Alors vous allez me dire, est-ce qu'une personne qui a été condamnée pour 10 ans pour des escroqueries gravissimes, il faut absolument qu'elle soit expert comptable ou qu'elle soit Bon, là, je trouve normal que les sociétés puissent se poser la question. Mais encore faudrait-il le faire d'une manière très limitée, très consciente. Et je pense qu'il y a les exclusions légales. Et souvent, et je pense là à des chefs d'entreprise, que je n'accuse pas car je pourrais me mettre, moi, dans la peau d'un chef d'entreprise, les exclusions qu'on va qualifier de légales et qui ne sont pas forcément dans la loi. Lesquels, par exemple? On va lui dire, mais parce que vous avez été condamné, alors que rien n'empêche, parce qu'il a été condamné, à la personne de devenir, d'occuper un poste de je ne sais pas quoi, de responsable du magasin, de ceci ou de cela. On a une facilité à étendre un certain nombre d'exclusions réglementaires, dont il faudrait d'ailleurs les remettre à plat et les rediscuter. On va les appliquer dans des lieux où il n'y a pas du tout d'exclusion, enfin d'interdiction réglementaire. Je pense que ça, c'est un examen que chaque profession doit faire régulièrement. Je me termine là-dessus. Sur le monde associatif, j'ai été présent pendant très longtemps et je suis présent dans le monde associatif. Il n'y a aucune exclusion légale.
Mais c'est vrai qu'y compris dans notre monde associatif, on va se poser des questions. Et donc, on risque d'être, je dirais, en quelque sorte, influencé par ces exclusions légales très spécifiques dans certains cas, et se dire non, ça, c'est pas possible. Alain Cugnot, justement, sur ces différentes formes d'exclusion, que pouvez-vous nous dire? Eh bien, d'abord, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que moi, je vois 4 choses qui interfèrent. La première de ces choses, c'est eh bien ce qu'on disait du sortant de prison. Il a aussi l'impression d'emmener la prison avec lui. Il est sorti et il a un sentiment d'étrangeté, un peu schizoïde. Il se demande s'il est bien en face de la réalité et de la liberté. Si c'est bien ça, la réalité et la liberté. Donc il se promène avec une espèce de prison virtuelle autour de lui. Et cette prison virtuelle, il l'a réfléchi sur lui-même, c'est-à-dire qu'il croit lire dans le regard des autres, ce que vous évoquiez dans notre conversation avant, il lit dans le regard des autres quelque chose qui n'y est peut-être pas, mais qu'il se réapplique à lui-même. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la société pense que ce qui est juste, il a été sanctionné pour un crime ou pour un délit, et que donc, c'est à lui de se réintégrer. Alors qu'il y aurait une autre question à poser, c'est quelle est la part de responsabilité de la société vis-à-vis de tous les gens qui sont à l'intérieur d'elle-même? C'est-à-dire que la société civile pense qu'elle est en position de supériorité par rapport aux sortants de prison, mais elle ferait bien de se demander ce qu'elle pense, elle, de sa propre situation. Une société, ça, c'est quelque chose qui a été établi non pas par un Suisse mais par une Belge, Charlotte Van Est. Une société incarcère non pas en fonction de son taux de criminalité, mais en fonction de son mal-être. On peut donc en déduire que mieux une société se porte, mieux également elle sera en capacité d'accueillir quelqu'un qui vient la rejoindre après cet épisode fâcheux de la prison. Ça, c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire que la société civile a tendance à penser que la sortie de prison, ça concerne les prisonniers, l'administration pénitentiaire, les bénévoles qui veulent bien s'en occuper, mais qu'elle, elle est absolument pure et nette, qu'elle n'a rien à voir. Non coupable. Non coupable. Et en tous les cas, totalement non responsable. Et cet aspect-là, il vient encore se compliquer parce que lorsque les bénévoles se portent vers le sortant de prison, eh bien, ils sont en face d'une alternative insoluble. Ou bien vous dites, vous avez connu un événement fâcheux, n'en parlons plus, nous allons faire comme si rien ne s'était passé, ce qui est une catastrophe. Mais on ne peut pas prendre l'autre branche de l'alternative et dire nous allons travailler sur votre délit, etc. Donc là, on est coincé et la seule manière, à mon sens, la seule manière de s'en sortir, c'est d'être en capacité d'avoir une telle liberté que l'on soit capable de rejoindre la liberté de celui qu'on a en face de soi, aussi meurtri et aussi handicapé soit-il par la condition dans laquelle il se trouve. Ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental et que le seul travail, et là c'est le quatrième aspect, le seul travail que nous puissions faire, que nous soyons à quelque place que nous occupions dans la société, eh bien, c'est un travail sur nous-mêmes. Il s'agit de nous libérer nous-mêmes. C'est-à-dire, plus je me libérerai, plus je serai libre, plus je serai en capacité. Le mot capacité revient souvent parce que c'est bien une affaire de possibilités que l'on ouvre ou que l'on n'ouvre pas. Et plus je suis libre, plus j'ouvre des possibilités, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ceux que je fréquente. Ça signifie par exemple que je peux me libérer de certaines peurs? Essentiellement de la peur. Notre société est une société qui a peur.
Là aussi, on en parlait tout à l'heure. Non seulement nous avons peur, mais je crois que surtout nous aimons avoir peur, que nous faisons semblant d'avoir peur. C'est ce que j'évoquais. Quand quelqu'un n'arrive pas alors que nous l'attendions, nous ne pensons pas qu'il a été agressé. Nous pensons à un accident de voiture ou à une panne de métro. Et lorsque on nous ressasse dans les gares, surveillez vos bagages, regardez sous les sièges, n'hésitez pas à nous signaler les colis suspects, on entend ça, c'est un peu comme le diable au Moyen-Âge, hein, tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Et cette peur, elle est non seulement présente, mais elle est surtout entretenue parce qu'elle nous dispense de passer aux véritables choses, aux choses intéressantes, qui est d'être libre et heureux. Il est quand même plus facile d'être malheureux et captif. Alors, comme il n'est absolument pas question de faire un stéréotype du sortant de prison, Claude Grandjean, j'avais quand même envie de vous demander si on était tous égaux devant la sortie de prison, justement. J'ai en quelque sorte déjà donné une réponse. Hein. On le voit, les étrangers, précisément, qui forment une grosse part des détenus chez nous, eh bien, ils ne sont pas égaux du tout, dans la mesure où on est en train de leur faire payer une deuxième fois, et on risque de leur faire payer plus cher, puisque j'ai appris par le Figaro d'hier, sauf erreur, ou Le Monde, je ne sais plus, à la suite de ce fameux vote, hein, dont on n'a pas fini de parler, que la deuxième, la deuxième initiative, celle qui risque de suivre, c'est précisément de demander que tous les étrangers qui sont dans nos prisons soient systématiquement expulsés. Je ne pense pas, mais je ne pensais déjà pas, donc il faut se garder de projeter mes désirs. Je ne pense pas que ça puisse passer, mais c'est scandaleux, c'est monstrueux. Ces gens-là, une bonne partie, on les a fait venir. La Suisse a besoin de l'étranger, là. Elle a besoin d'une main-d'œuvre que l'on ne trouve pas chez nous. Mais quand un délit est commis, quelle que soit l'importance du délit, l'étranger est 2 fois plus marqué. C'est celui... Et un d'eux me disait, j'ai l'impression... il va pas mal, hein, mais il disait, j'ai l'impression de traîner, ça illustre ce que vous disiez, une brouette derrière moi. Alors, plutôt que l'environnement de tirer sa prison. J'ai l'impression de tirer une brouette derrière moi. Encore un mot, je tiens à donner cette citation parce que c'est précisément l'Algérien dont je faisais allusion au début qui m'a fait cette phrase que j'ai trouvée admirable pour dire « mais faites-nous confiance, j'aimerais tant que la société se penche sur la part humaine et non fautive de l'homme. » C'est ça qu'ils attendent. On a des qualités, ils ont eu tout le temps d'y réfléchir. Et même, ils ont travaillé, ils se sont formés. Donc, ils savent qu'ils peuvent apporter quelque chose. Et puis, il y a régulièrement des plaisanteries. C'est pas grave, mais c'est dur, c'est lourd à porter quand même. Et quand même une certaine difficulté à convaincre les patrons, même si on arrive à placer à peu près tout notre monde, à leur faire comprendre que ces gens-là ont payé. Ils ont fait une bêtise une fois. Comme justement, chez les employeurs, y a-t-il des catégories d'employeurs, des secteurs qui sont peut-être plus ouverts à l'égard des anciens détenus Non, alors je crois que c'est très mélangé. On peut même être très surpris de voir que telle entreprise a accepté de prendre un ancien détenu. Je ne crois pas. Je ne vois pas, en tout cas, chez nous. Le seul problème, encore une fois, c'est cette discrimination par rapport à l'étranger. Il y a une forme de xénophobie, il faut le reconnaître, qui est grave. Et ça n'a plus rien à voir avec la prison, mais j'aimerais vous donner ce chiffre. Une étude a été conduite à l'université de Fribourg pour savoir quelle était l'égalité des chances d'un jeune, d'un apprenti qui a fait son apprentissage, mais d'obtenir un contrat de travail après sa formation primaire, secondaire. Et on arrive à ce chiffre qu'il est 4,4 fois plus difficile pour un jeune étranger parfaitement intégré, qui a l'accent fribourgeois, l'accent suisse, si vous voulez, 4,4 fois plus difficile pour lui de trouver une place de travail. Simplement parce que son nom, ça sent les Balkans, ça n'est pas véritablement un autre.
c'est terrible. Cette discrimination existe encore et il y a un gros travail à faire auprès des associations patronales. C'est exactement la même chose pour les sortants de prison, pour leur dire, mais ces gens-là, ce sont des humains avec toutes leurs qualités, même s'ils ont commis à un certain moment le pire, vous devez les accepter dans la mesure où ils répondent précisément aux critères que vous présentez pour l'engager. Est-ce que j'ai ajouté quelque chose, excusez-moi, par rapport à l'entrepreneur qui accepte ou qui n'accepte pas? Là, c'est notre rôle, parfois, d'être un intermédiaire entre la personne sortant de prison et l'entrepreneur. Et l'intermédiaire qui va faire, je dirais, une espèce de... Nous, l'intermédiaire qui va apporter une espèce de plus-value en termes de confiance. Je crois que ce mot est très, très important. Vous avez parlé de liberté intérieure. Est-ce que nous sommes, nous, parfois, intermédiaires à travers des associations ou bénévoles ou des individus, c'est trouvé que, etc. Est-ce que nous sommes capables, vis-à-vis d'un décideur style entrepreneur, capables d'être un petit peu celui qui va réinjecter dans cette relation difficile de l'ordre de la confiance. Et c'est ça, cette humanité qui manque. Et je pense que là, on a un rôle qui n'est pas un rôle idéal comme ça, parce que c'est des relations que nous pouvons avoir, qu'il faut travailler et dont il faut savoir qu'elles sont directement efficaces en termes, par exemple, d'embauche, parce qu'on aura réinjecté de la confiance dans quelque chose où elle manquait un peu. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans un témoignage sur le site Banc Public par un ancien détenu, qui dit que finalement, ce qu'il manque selon lui, c'est cette capacité à travailler en réseau. C'est notre vision finalement assez archaïque de la recherche d'emploi pour les anciens détenus. Mais ce que je voulais vous demander, Alain Cugnot, c'est aussi cette question liée au sens de la prison. Le temps passé en prison, c'est par définition un temps vide. Mais peut-il devenir ce temps un temps utile ? Oui, il peut devenir un temps utile. Et l'est-il parfois aujourd'hui ? Non, oui, enfin, ouais. Il l'est parfois. Je crois qu'il faut préciser que la prison n'est pas, malgré les décrets qui définissent sa mission, la prison n'est pas un lieu de réinsertion ou d'insertion. La prison est un lieu de sanction, c'est un lieu de punition. Et il faut faire très attention, il ne faut jamais gommer cet aspect de la prison, ou alors il faut supprimer les prisons, et je crois que ce n'est pas possible. Mais si nous avons des prisons, c'est parce que nous punissons des gens. Et c'est très important de le dire et de l'avoir toujours à l'esprit, parce que si vous retirez cela, et si vous dites que la prison, c'est le lieu où ceux qui ne se comportent pas d'une manière normale doivent apprendre à se comporter normalement, vous allez remplacer la notion de culpabilité par la notion de dangerosité, ce qui est pratiquement fait actuellement, et donc vous allez considérer qu'un fou qui peut passer à l'acte ne se distingue nullement de quelqu'un qui a commis un acte délictueux, et que vous allez pouvoir aussi déterminer des paramètres qui montrent que quelqu'un est plus dangereux qu'un autre, et que sans qu'il ait commis aucun délit, vous serez habilité à l'enfermer, puisque ce n'est pas un lieu de punition. C'est un lieu où on remet les gens d'aplomb. Donc il faut d'abord affirmer fortement que la prison est un lieu de punition. Alors après, on peut poser des questions. Est-ce qu'on a le droit de punir un fou, par exemple ? Là, ça clarifie le champ. La punition, c'est la prison en France et dans beaucoup de pays pour des raisons historiques. C'est une invention de la Révolution française, je crois, d'avoir fait de la prison l'une des peines emblématiques. Donc faire souffrir quelqu'un. Et on fait souffrir quelqu'un avec du temps. C'est-à-dire on l'enferme dans un lieu réduit et on lui dit voilà, tu en as pour tant d'années. Et c'est la matérialité du temps qui va faire souffrir. En transformant le temps, l'accélération du temps, c'est extrême. La première journée d'incarcération est interminable, la dernière journée est également interminable, et entre les deux, peu à peu se constitue, un peu comme l'hôpital dans la montagne magique, une seule grosse journée. On en est à tel endroit ou à tel autre, le soir ou le matin, mais de la même journée. Et ça, c'est la matière de la peine. C'est totalement déstructurant. C'est désocialisant. Et ça permet à certains, certes, ça permet à certains
de revenir sur eux-mêmes, de faire un travail tout à fait remarquable, mais ce n'est pas prévu pour ça. Alors ça, je crois qu'une fois qu'on a posé cela, on dit maintenant, nous avons une responsabilité, c'est de limiter les dégâts. Puisqu'on ne peut pas se passer de mettre des gens en prison, eh bien, au moins, nous avons en charge de limiter les dégâts. Alors, c'est ce qu'on appelle le sens de la peine. Non, le sens de la peine, c'est pas ça. Le sens de la peine, c'est la souffrance. Et limiter les dégâts, c'est trouver tous les moyens pour que, eh bien, en sortant de prison, la personne qui est passée par la case prison soit dans le moins mauvais état possible. Et les personnes qui s'en sortent, j'en ai connu quand même un certain nombre, qui s'en sont sortis, on peut dire, qui ont fait des demi-tours, des conversions complètes, qui ont changé totalement de vie. Je les ai tous entendus dire la même chose. Premièrement, ne dites jamais que c'est la prison qui m'a permis de m'en sortir. Deuxièmement, la reconnaissance que certaines personnes leur ont permis de s'en tirer. Et là, on trouve paradoxalement des surveillants, des directeurs d'établissement. La troisième chose qu'ils disent, c'est si je n'étais pas allé aussi loin dans le crime et dans la souffrance en prison, certes, je n'aurais pas pu non plus comprendre ce que j'ai compris. Et la quatrième chose, c'est que tout cela, enfin, l'ensemble, les carences et les choses positives, sont fondées sur des relations affectives. Ce qui manque ou ce qui sauve, ce sont des relations affectives avec des personnes réelles, concrètes. Ce qui fait qu'il n'y a que des singularités. Guy Orange, sur cette question du sens de la prison à la sortie. Moi, je ne suis pas philosophe, donc je vais sans doute dire des énormités. Mais spécialiste des droits de l'homme tout de même. Mais justement, si vous voulez, j'ai quand même... Parce que je pense qu'on s'interrogerait, nous, ce soir, est-ce que vraiment pour nous, on est d'accord avec l'idée la prison, ça sert à se faire souffrir? Alors, c'est sans doute une réalité, ou c'est sans doute même peut-être la réalité première de l'idée d'emprisonnement. Mais si je regarde y compris nos textes, que ce soit nos textes sinon constitutionnels, en tout cas presque constitutionnels, que ce soit les textes en matière de droits de l'homme, et vous n'allez pas dire, tiens, voilà l'avocat qui ramène sa fraise idéale en termes de droits de l'homme. Non, l'idée, la dynamique des droits de l'homme, elle a été faite face à des drames bien précis, qui s'appelaient 60 millions de morts, qui s'appellent aujourd'hui nos génocides, qui s'appellent la torture, etc. Donc je veux dire, on n'est pas là par rapport, quand on fait référence à la dignité rappelée par la dynamique des droits de l'homme, on n'est pas là dans des petites fariboles d'avocats qui ne savent pas quoi faire un mardi en fin de journée. Hein. Donc je crois très important d'entendre, alors je vois bien ce que vous nous dites, il faut l'entendre d'abord, que c'est d'abord cette réalité ou ce projet même en termes de souffrance, mais au cœur de ce projet-là, qu'est-ce qu'on fait de la dignité de la personne? Alors, est-ce qu'on en est simplement à limiter les dégâts? Parce que je crains à ce moment-là que notre recherche de ce soir sur les personnes sortant de prison, ça veut dire qu'il va y avoir cette période entre parenthèses, dont on va espérer qu'elle soit la moins dommageable possible. Et puis après, on va essayer de reprendre les choses à zéro. Alors qu'on ne peut pas reprendre les choses à zéro, parce que de toute façon, il y a eu la souffrance, il y a eu le crime, ou il y a eu le geste posé, il y a eu la punition, il y a eu tout ça. Donc, est-ce qu'on ne peut quand même pas faire courir un fil rouge? Alors, ce n'est pas une approche philosophique, mais un fil rouge qui va nous permettre de donner sens au temps de la sortie de prison, tout au long de l'incarcération, qui s'appelle la dignité de la personne. Et pour moi, la dignité de la personne, ce n'est pas un refrain sympa, tiens, etc. C'est véritablement un certain nombre de besoins en termes de droits et de devoirs qui doivent être respectés. Donc, je pense que ce n'est pas du tout des choses contradictoires, mais c'est pour que nous ne soyons pas complètement désespérés par rapport à, non seulement à ce temps de l'emprisonnement, et puis surtout, comment on va se positionner à la sortie même de prison. L'idée, cet homme, cette femme, elle n'a pas perdu sa dignité. Et sa dignité, quoi? C'est un avenir. Et c'est pas simplement, je ne peux pas laisser mettre entre parenthèses ce temps que la société va lui infliger parce qu'elle a besoin, en termes de punition, et je respecte tout à fait, il faut ne jamais oublier que c'est ça, entre autres, je pense qu'il faut, au cœur même, c'est ce que me disait ma petite fille, tu me grondes, mais quand tu vas me gronder,
ne me regarde pas simplement avec ta tête et avec tes mécanismes de punition, de privation de liberté, de tente parenthèse, mais y un tout petit peu du cœur. Et l'avocat va dire, mais y un tout petit peu du respect de ma dignité quand même, parce que sinon, comment est-ce on va s'en ressortir pour que je rétablisse la relation une fois que la période de la punition va être terminée? Comment je vais rétablir la relation avec ta petite fille? C'est parce que, mais on ne s'est jamais quitté en termes de dignité et d'affection. Là, je voudrais répondre. J'ai cru qu'on allait ne pas être d'accord et qu'on aurait un débat. Et non, on est bien d'accord. C'est dommage. Vous voyez que je le regrette beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est que faut pas le prendre. Il y a deux manières de prendre la chose. Mais il faut, dans une société, on a besoin d'une peine excessive. Ce qui veut dire réservé à très peu de gens. Donc, une fois qu'on a remarqué que la prison était une peine excessive, et il faut une peine excessive, c'était la peine de mort qui permettait à la prison de respirer. Maintenant, c'est la prison, donc il faut faire attention à qu'elle n'envahisse pas tout et qu'elle demeure quelque chose d'extrêmement cadré. Bien. Donc, déjà, un premier point sur lequel nous sommes d'accord. Le deuxième point aussi sur lequel nous sommes d'accord, c'est que dans la définition même de la charge de l'administration pénitentiaire, il est spécifié, c'est-à-dire un très beau texte, il est spécifié que l'administration pénitentiaire est responsable de la dignité des personnes qui lui sont confiées à quelque titre que ce soit. Et ça, c'est une très belle phrase et qui définit, mais on peut sanctionner et punir quelqu'un en respectant totalement sa dignité. C'est fondamental. Donc, il faut bien remarquer que, malheureusement, nous sommes d'accord. Et le respect de cette dignité conditionne évidemment la sortie de cette personne. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, comme nous l'avions prévu, nous sommes attirés par cette masse de la prison, et ça y est, on se met à parler de la condition carcérale, alors que nous voulions parler de la sortie de la condition carcérale. Je crois ce qu'il faut ajouter avant de terminer, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, c'est que les solutions financières, donner plus d'argent, plus de moyens aux anciens détenus, par le biais des institutions, etc., n'est pas l'unique solution. C'est ce que disait d'ailleurs Jean Sellier, le président de l'ILO, en préparant cette émission. Il disait « Rapporter les responsabilités comme les solutions vers l'État et le gouvernement, c'est risquer d'occulter la part d'influence qui revient à chaque composante de la société. » On peut, je pense, se mettre d'accord là-dessus. Chaque composante de la société est responsable de ce qui sera vécu par un ancien détenu. Oui, en ajoutant que cette partie personnelle qui est de l'ordre de la confiance, de ce que vous avez dit, je trouve ça très important, cette liberté intérieure que je vais retrouver pour pouvoir affronter et reconnaître la pleine liberté de l'autre, et que je n'ai pas limité à simplement l'autre sortant de prison, mais l'autre, point barre. Bon. Eh bien, cette capacité d'affection, on va dire d'amour, de fraternité, je ne sais pas quels sont les termes qui ne seront pas des gros mots, mais ça passe aussi par le bulletin de vote. Ça se traduit aussi en termes budgétaires. Parce que si je fais simplement de la fraternité, le discours de fin de clôture des colloques ou de fin d'un office religieux, c'est sympa, mais c'est plus de la fraternité. Donc je pense que cet investissement en termes de dignité, il passe aussi par notre prise de responsabilité personnelle dans la relation, nos prises de responsabilité comme citoyens dans nos choix ou dans les choix sur lesquels on va plutôt orienter la société, plutôt dans une direction que l'autre. J'insiste beaucoup sur la fraternité, ça s'incarne. Ça se vit dans un mystère curieux de la relation. Vous essayez de nous expliquer ces deux libertés, je crois que c'est très important, mais ça s'incarne. Par des actes concrets et des orientations financières aussi, notamment. Aussi, pas que ça, mais aussi. Claude Grandjean, il nous reste très peu de temps, mais est-ce que le citoyen suisse que vous êtes pourrait nous apporter son regard justement sur ce qui a été dit pendant ce débat? Oui, mais j'aimerais bien apporter peut-être deux exemples sur le regard que l'on peut porter, parce que le regard commence... Il nous reste 2 minutes. Hein. Oui, mais ce sera fait en moins de 2 minutes. Je posais la question au chef de la probation en lui disant « Mais les jeunes, ça ne les touche pas du tout ce problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose à leur niveau ?» Leur parler du sortant de prison, qui est quand même un personnage, c'est le personnage central de notre soirée. Et il m'a dit « Mais ça tombe bien, j'ai pris contact avec une direction qui accepte tout à fait. Et
il se basait en fait sur une autre expérience, un professeur de chant d'un collège qui a accepté de préparer un concert avec un groupe de jeunes qui étaient dans une maison de redressement, enfin de rééducation, disons, donc qui étaient mis à l'écart avec des gymnasiens. Et il avait quelques craintes, et ça a été une expérience extraordinaire, et les regards se sont rencontrés. Au départ, ce n'était pas le cas, mais ça commence par là. Donc il faut donner des impulsions, et celle-ci me paraît importante. L'exemple suédois, c'est le dernier que je donne, où chaque sortant de prison a à ses côtés une personne. Donc il est chargé de s'en occuper, de lui apporter des conseils, de répondre à ses questions. Donc jamais un sortant de prison se retrouve immédiatement seul dans la rue. Et ça ne devrait pas se passer. Donc chaque sortant de prison devrait avoir un référent, en tout cas, et c'est le cas en Suède. Alors, merci beaucoup à tous les trois pour vos regards, votre participation à ce débat. Je présente rapidement quelques ouvrages de nos invités. Guy Oranche, l'un de vos ouvrages, La dynamique des droits de l'homme, je ne peux pas le présenter physiquement, mais j'en parle, est sorti. Il y a également cet ouvrage « Et toi m'aimes-tu » qui est, je pense, beaucoup plus ancien. Alain Cugnot, quant à vous, l'ouvrage le plus récent, c'est, je crois, « De l'angoisse à la liberté ». Paru chez Salvator, voilà. Et puis la revue dont vous êtes le rédacteur en chef, la revue Prison Justice. Voilà, vous pourrez évidemment poursuivre la réflexion sur la sortie de prison avec le second volet de ce partenariat, second volet qui aura lieu le 15 décembre à 17h au Palais du Luxembourg, où d'autres spécialistes interviendront également. La semaine prochaine, le sujet des Mardis des Bernardins sera l'après-crise. Bonsoir à tous.